Bien, la question qui a été posée est celle-ci. Pensez-vous qu'une femme peut être présidente en Côte d'Ivoire? Je répète la question qui a été posée par un auditeur, par un follower. Et je profite pour vous dire merci de continuer de vous abonner à ce podcast, à cette chaîne, pour que nous puissions débattre des problèmes de manière sincère, sans se voiler la face, pour ne pas tourner autour du pot comme les autres et poser le problème comme il faut. Bien, donc la question, pensez-vous qu'une femme peut être présidente en Côte d'Ivoire, donc peut être présidente de la République de Côte d'Ivoire? Bien, en surface, ça a l'air d'une question intelligente. Très bonne question. Mais je vais vous détailler le fondement qui fait que les gens se posent cette question pour que vous puissiez comprendre que ce n'est même pas une question à poser. Cette question n'a même pas lieu d'être. Bien. Pensez-vous qu'une femme peut être présidente de la Côte d'Ivoire? Une femme, c'est la créature de Dieu, l'être humain, c'est-à-dire l'homme en grand H, mais qui est de sexe féminin. Donc nous avons l'homme grand H, il y a l'homme petit H, et il y a la femme. Donc les deux sont des créatures divines. Et ce Dieu qui les a créés sur cette terre, les a mis ensemble sur cette terre pour qu'ils soient complémentaires. Donc, quand on part du point de vue, j'allais dire de l'anthropologie, de la religion, de la mythologie, de la création du monde, la femme est aussi un être humain. La femme est aussi l'homme, grand H, que le divin a posé sur cette terre. Donc, elle a son utilité. Bien, ceci dit, avançons. Quand on regarde nos civilisations africaines, c'est-à-dire les civilisations originelles ou originales, avant que ces civilisations soient corrompues ou abattadies. Quand on dit corrompu ou abattadi, c'est-à-dire qui a été gâté ou bien qui est rentré en contact de quelque chose qui a changé la nature ou qui a mélangé cette chose. Donc c'est du haut français. Voilà, pour les analphabètes qui ne comprennent jamais rien. C'est du haut français, c'est-à-dire abattadi, c'est-à-dire quelque chose qui a perdu sa nature, on ne la reconnaît pas. Corrompu dans le sens de quelque chose qui a perdu sa valeur, qui a été gâté. Voilà. Donc, avant que les civilisations originelles africaines ne soient vraiment corrompues ou en grand contact avec les Européens, la femme a toujours été considérée. Écoutez-moi bien. La femme a toujours été considérée. Considérée du point de vue de la direction à donner au village. Elle conseille celui qui est le roi. Elle conseille celui qui est le prince. Elle conseille celui qui s'occupe de veiller sur un groupe d'hommes dans un espace donné. Donc, dans la civilisation africaine, la femme
a de la valeur. La femme est considérée et la femme est respectée et la vie de la femme est considérée. Quand je viens dans la période, on dit la période postcoloniale ou la période coloniale, j'ai laissé la période avant le contact avec les Blancs. Après, j'ai laissé la période de la traite négrière. Et maintenant, je suis à une période qui est un peu plus proche de nous. Donc, la période de la colonisation. Suivez bien. C'est quoi la colonisation? La colonisation, après que les Européens aient fait la traite négrière, où ils venaient kidnapper les Africains, voler les Africains, voler les êtres humains pour les envoyer à l'outre-mer, au-delà des mers, dans le but de les utiliser comme des biens personnels, des biens privés. Donc, après cette période, après avoir saigné l'Afrique, déporté des milliards d'êtres humains, c'est pour cela que vous voyez que l'Afrique n'est pas peuplée. Quand les Blancs font leur propagande, oh, en 2050, l'Afrique aura 100 milliards d'habitants, oh, ils se font peur à eux-mêmes. C'est de la propagande, parce que l'Afrique est le continent le plus sous-peuplé, c'est-à-dire sous-peuplé. Il y a moins d'hommes en Afrique que par exemple en Asie. Ou si je prends la Chine fait 1 milliard et quelques, l'Inde 1 milliard et quelques, le Pakistan approchant les 1 milliard. Donc vous ne pouvez pas dire que l'Afrique est peuplée et vous ne pouvez pas avoir peur du peuplement de l'Afrique puisque les autres sont déjà près de 2 ou 3 milliards et ils continuent. Donc qu'est-ce que vous avez à vous battre contre, à faire peur aux gens en disant « Oh l'Afrique » et ils font croire que l'Afrique est peuplée. L'Afrique n'est même pas peuplée, elle n'est même pas surpeuplée pour la superficie qu'elle a. Parce que pendant la traite négrière, ils ont vidé l'Afrique. Donc, tous nos ancêtres qui sont là et de qui nous découlons, ce sont les survivants. Ils ont carrément vidé la côte ouest où des populations ont dû se reconstituer après. Voilà. Donc, une fois pratiqué la traite négrière, ils installent la colonisation pour exploiter ces colonies. Et ces colonies sont exploitées non pour le bénéfice des populations que ces colons, ces Européens ont trouvé sur place, mais à leur profit, pour leur pays, pour leurs gens, pour leur population à eux, dans ce qu'ils appellent la métropole. Et en faisant la colonisation, ils vont construire des écoles, mais beaucoup d'Africains qui n'étudient pas l'histoire pensent qu'ils ont construit l'école pour eux. Non, ils ont construit les écoles pour avoir des aides de l'administration coloniale, pour qu'ils puissent avoir de la main-d'œuvre facile et moins chère, pour pouvoir continuer leur système colonial, pour pouvoir épuiser les ressources, pour pouvoir utiliser les ressources. Donc, ils avaient besoin de commis, de gens pour lire et écrire pour les aider dans ce qu'ils faisaient. De la même manière, quand ils ont construit les hôpitaux, ce n'est pas pour aller soigner je vais utiliser le thème, bon, je ne sais pas si on va, s'ils vont accepter ce thème-là, voilà, ce thème-là, bon, ils n'ont pas construit ces hôpitaux-là pour les nègres. Bon, je vais dire le mot puisque c'est le mot qu'ils emploient. Ils n'ont pas construit ces hôpitaux-là pour ces gens de personnes. Non, les hôpitaux, c'est pour pouvoir utiliser la population africaine comme élément pour faire des expérimentations médicales. Et en deuxième ressort, pour que ces Africains utilisent, eux, les médicaments qu'ils vont
fabriqués à partir des extraits des plantes naturelles, des plantes africaines que les Africains avaient l'habitude d'utiliser. Donc, ils vont essayer de copier le fonctionnement le fonctionnement de ces plantes, les manufacturer, parce qu'eux, ils sont toujours dans créer un élément, le multiplier pour le vendre, pour faire de l'argent. Eux, ils sont toujours dans l'esprit mercantile. Voilà pourquoi ils n'ont pas hésité à vendre des êtres humains. Donc, ces hôpitaux, donc, quand on fabrique les médicaments, c'est pour que les Africains puissent les consommer, non seulement en tant que cobayes, et puis en tant que consommateurs, pour qu'eux puissent trouver un débouché de leurs médicaments en Afrique. Et pour ça, ils ont, dans leur colonisation, ils ont fait de telle sorte que la médecine naturelle africaine disparaisse. Ils ont poussé les Africains à eux-mêmes combattre leur propre médecine naturelle. Et ils ont poussé les Africains à abandonner les connaissances naturelles, les connaissances des plantes naturelles, pour se pencher vers les médicaments qu'ils manufacturent et pour acheter ces médicaments. Donc, c'est-à-dire, on fait, voilà. Donc, c'est-à-dire, on construit des hôpitaux pour vous faire sortir de votre mode de fonctionnement, pour vous faire abandonner votre médecine naturelle qui ne vous coûtait pas cher, où vous n'aviez pas besoin de millions pour vous soigner, pour aller vers le système moderne qui est un système mercantile où maintenant pour vous soigner, vous avez besoin d'argent et où vous mourrez plus facilement parce que tout a été mercantilisé. Donc, vous n'avez pas les moyens de vous soigner. Contrairement à quand on utilisait la médecine naturelle, ceux qui soignaient, soit les féticheurs ou les guérisseurs, puisqu'ils ne pratiquaient pas l'argent, ils ne pratiquaient pas le commerce sur ce qu'ils faisaient. Vous n'aviez pas besoin d'être riche ou d'avoir de l'argent pour pouvoir vous soigner quand vous étiez malade. Non. C'est à peine s'il demandait quelque chose. Souvent, il demande une pièce symbolique. Parce que pour lui, il a reçu ce don de Dieu ou de la nature et il le donne comme il a reçu. Donc, il n'a pas besoin de marchander sa connaissance ou ses soins. Ce qui est différent de l'approche européenne. Donc, vous suivez le raisonnement d'où on part et où on arrive. Donc, dans cette colonisation, nous avons, comme nous l'avons dit, l'abandon de la médecine naturelle. Nous avons l'introduction de l'école de type moderne dans la colonie pour former des aides de l'administration coloniale pour aider les Blancs sur place en Afrique, puisque tous les Européens ne peuvent pas descendre en Afrique. Il faut bien utiliser ceux qui sont sur place. Donc c'est dans cette colonisation, cette façon de transformer l'Africain que le Blanc, le colon, l'Européen, le Caucasien, petit à petit, transfère ses idées à l'Africain. Pendant la colonisation, les femmes africaines, et même avant la colonisation,
Les femmes africaines ont toujours participé aux côtés des hommes africains à combattre la colonisation, à combattre les excès des Européens. L'histoire est remplie de grandes guerrières, de grandes dames, de grandes figures africaines, de grandes figures dans l'histoire africaine, de femmes qui se sont levées et qui ont combattu la colonisation, des femmes qui ont conduit des peuples, des femmes qui ont régné sur des peuples, des reines, des princesses, des femmes qui ont protégé leur peuple. Si je vais au Dahomey, si je vais au Bénin, ex-Dahomey, les Amazones du Dahomey, des guerrières à côté de leur chef, à côté de leur roi. Les hommes africains, le roi, les combattants ne les ont pas repoussés parce qu'elles étaient des femmes. Ne les ont pas repoussées parce qu'elles étaient des femmes. Ne se sont pas plaints parce qu'elles étaient des femmes. Parce que dans la civilisation africaine originelle, on reconnaît la valeur, excusez-moi, on reconnaît la valeur de la femme. Et on sait que la femme, c'est l'aide de l'homme. Donc, étant donné qu'on reconnaît la valeur de la femme, qu'on reconnaît que la femme peut être guerrière, qu'on reconnaît que la femme peut être reine, qu'on reconnaît que la femme peut être princesse, qu'on reconnaît que la femme peut être celle qui conseille le roi, tout naturellement, la femme fait partie du monde de décision de la société africaine traditionnelle. Avez-vous déjà entendu dans l'histoire africaine une histoire où il a été dit qu'une femme importante a été minimisée parce qu'elle était femme, a été refusée à donner des conseils parce qu'elle était femme, que les Amazones ont été refusées à combattre à côté du roi parce qu'elles étaient femmes? Non, parce que l'Afrique, la civilisation africaine est riche, est intelligente et connaît la valeur des êtres humains. Donc, posez la question, est-ce qu'une femme peut être présidente en Côte d'Ivoire? Où se trouve la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire se trouve en Afrique. Et comme je vous l'ai dit, l'Afrique traditionnelle, la civilisation africaine non corrompue par une civilisation, je vais le dire, par la culture caucasienne, respecte la femme. Avez-vous déjà entendu, comme vous le voyez sur les réseaux sociaux actuellement, des jeunes hommes ou des vieux hommes aussi, sans éducation, venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et insulter les femmes? Avez-vous déjà, dans vos cultures traditionnelles d'avant, avez-vous déjà entendu une histoire de ce genre? Non, jamais. Mais pourquoi vous, Africains modernes, vous abandonnez vos cultures qui prônent le respect pour vous peut-être pensez que vous êtes dans la culture européenne. Même pas, c'est pour cela que je dis que vous êtes abartadis, que vous êtes corrompus, parce que vous n'êtes même pas dans la culture européenne, parce que la culture européenne même ne le fait pas. Venez s'asseoir sur les réseaux sociaux
les Blancs que vous pensez que vous copiez. Il y a quand même des règlements là-bas. Chez vous, c'est sans règlement. Vous qui aviez les règlements avant, ils vous ont tellement corrompu que vous pensez que vous faites comme eux. Mais eux, ils ont des règlements, ils ont des protections. Vous, vous êtes sans règlement. Vous osez vous mettre sur les réseaux sociaux et dénigrer la valeur de la femme. Donc, je continue le raisonnement. Pour vous montrer que la question n'a pas sa raison d'être. Vous avez vu, avec ce qui a été dit, que la femme a de la valeur, la femme a toujours été considérée et la femme a les capacités et l'homme africain lui reconnaît les capacités de conseillère, de dirigeante. Mais pourquoi cette question? C'est parce que avec la colonisation, les Africains ont commencé à perdre leur valeur. C'est pour cela qu'il faut qu'en Côte d'Ivoire, le président ou la présidente qui va venir doit revenir sur ces éléments. On doit enseigner l'histoire africaine correctement à l'école, à nos enfants de maintenant, qui sont perdus, et même à leurs parents qui ne connaissent rien, qui sont perdus. Donc, comme je le disais, la colonisation a transféré le mode de raisonnement du caucasien, de l'européen à l'africain. Parce que c'est chez l'européen, le caucasien, le blanc, que la femme n'est pas considérée. Qu'on ne reconnaît pas à la femme cette valeur de conseillère, cette valeur de dirigeante. Si vous vous rappelez bien, il n'y a pas trop longtemps que dans les pays, je vais dire occidentaux en gros, la femme blanche a eu le droit de vote. Il n'y a pas trop longtemps. Donc, c'est de là-bas qu'est parti ce thème d'émancipation. L'émancipation de la femme, c'est l'émancipation de la femme blanche c'est l'émancipation de la femme blanche contre l'homme blanc. Donc c'est l'émancipation de la femme blanche contre les travers que lui font subir les hommes blancs. Et par colonisation, comme les Africains copient toujours, il y a eu le transfert de cette mentalité. Comme si dans la civilisation africaine, la femme était maltraitée. Comme si la femme était celle qui avait besoin de droits. Parce que dans la civilisation africaine originelle, la femme a sa valeur qui est reconnue. Mais une fois que nous plongeons dans la société corrompue, c'est-à-dire la société traditionnelle qui s'est accrochée à la colonisation européenne, on veut alors copier les façons de faire du blanc, de l'européen. Donc, l'Africain qui se pose la question, est-ce qu'une femme peut être présidente de la Côte d'Ivoire? Présidente, c'est quoi? C'est être une dirigeante. Dirigeante de quoi? Dirigeante d'un espace qui est la Côte d'Ivoire. C'est parce que cet Africain ou cette personne a ingurgité la façon de penser européenne qui n'est pas une façon de penser qui valorise la femme.
Voilà pourquoi un Ivoirien ou un Africain posera la question: est-ce qu'une femme peut être présidente en Côte d'Ivoire? Cet Africain est un Africain corrompu, abattardi, qui ne connaît même pas sa culture, qui ne connaît même pas ses traditions, qui ne connaît même pas sa civilisation et qui ne connaît même pas la place que la femme a dans sa civilisation. Voilà pourquoi une personne de cet acabit pourrait poser cette question: est-ce qu'une femme peut être présidente en Côte d'Ivoire? Eh bien, je vais répondre à cette question. Au vu de notre développement, la question est oui. Une femme peut être présidente en Côte d'Ivoire. Et la femme ivoirienne s'est battue pendant la colonisation. Rappelez-vous la marche des femmes sur Grand Bassam. La femme s'est battue aux côtés de son homme, aux côtés des hommes. Au moment de l'esclavage, au moment de la traite négrière, au moment de la colonisation, à la période post-coloniale, les femmes ivoiriennes se sont battues. Pourquoi se sont-elles battues? Parce qu'elles savent qu'elles font partie de la société au même titre que l'homme et qu'elles sont des pièces valeureuses de la société et que sans elles aux côtés des hommes, les hommes n'auraient pas pu ou ne pourront pas faire face eux seuls à toute cette maltraitance engendrée par les colons. Donc, se rappelant que le Créateur les a mis sur terre pour accompagner les hommes, pour être les compagnons, les compagnes des hommes, pour être les compagnons des hommes, et pour aider les hommes, elles se sont levées. Si je viens encore plus près dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, quand il y a eu la guerre en 2010-2011, la guerre n'a pas que tué les hommes. La guerre aussi a tué les femmes, massacré les femmes. J'évite de penser à certaines choses. Mais dans ce feu, il y a des femmes. Il y avait, pendant que la France bombardait, pendant combien de jours? Une dizaine de jours. Les gens étaient terrés chez eux. Ils n'avaient pas à manger. Il y a des femmes qui ont pris sur elles de dire qu'elles allaient faire. Elles allaient aller chercher la nourriture, aller chercher de la terre qu'elles entassaient dans des brouettes. Sous les balles, elles se promenaient de quartier en quartier, de porte en porte pour livrer la nourriture aux maisons, pour livrer la nourriture aux familles. Il y en a qui ont été abattus. Je me rappelle bien ces images d'une femme qui avait rempli sa bourrette d'attiéké et qui passait de maison en maison pour donner de la nourriture aux familles qui ne pouvaient pas sortir. Mais cette femme a été abattue après avoir fait 2 ou 3 maisons. Elle a été abattue par les rebelles, couchée à côté de sa bourrette remplie d'attiéké. Cette femme a donné de sa vie pour que d'autres personnes puissent vivre, pour que des enfants puissent avoir à manger, parce que personne n'osait mettre le nez dehors pendant 10 jours. Cette femme s'est rappelée sa mission de femme sur terre. Alors, pourquoi une femme
qui est capable de faire ce sacrifice. Pourquoi une femme ne pourrait peut-être pas présidente de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire qu'un homme peut faire? Qu'est-ce qu'un homme fait qu'il est impossible à elle de faire pour la direction de la communauté, pour l'aide à la communauté? Voici une femme qui a perdu la vie parce qu'elle a pensé à son peuple. L'homme n'est pas le seul à penser au peuple. La femme aussi pense au peuple, pense à son pays, plus même que l'homme, souvent. Je laisse cette partie qui n'est pas très joyeuse je laisse cette période et je reviens sur la période des résistants de Paris. Mais parmi les résistants de Paris, il y avait plus de femmes que d'hommes. Elles ont marché au même titre que les hommes. Elles ont protesté au même titre que les hommes. Pendant 10 ans, elles étaient aussi dans la rue, dans les rues d'Europe, dans les rues de Paris, à marcher, à se battre, à se faire agresser par les militants du RDL. Mais elles n'ont pas abandonné. Les femmes aussi pensent à leur pays. Elles se sont battues parce qu'elles ont vu le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé, Charles, en prison de manière injuste. Et elles se sont rappelées de la mission divine dont elles ont été investies, de protéger les enfants de leur pays et de protéger les enfants. Et elles se sont mises dans la rue, aux côtés des hommes. Quand elles le faisaient, les hommes n'ont pas dit « Non, est-ce qu'une femme peut marcher? Est-ce qu'une femme peut protester ?» Non. Personne n'a questionné les capacités, les aptitudes et le patriotisme des femmes. Alors, pourquoi quand il s'agit maintenant de donner la direction qu'elles veulent pour que le pays puisse avancer, on nous pose la question, est-ce qu'une femme peut être présidente de la Côte d'Ivoire? Oui, une femme peut être présidente de la Côte d'Ivoire. Et je vais vous dire, je vais vous donner une petite, comment je vais le dire? Je vais essayer de débusquer un peu la pensée de certaines personnes. Voyez-vous, une femme, c'est une personne qui s'intéresse au bien-être de ses enfants. Donc une femme présidente va s'intéresser au bien-être des Ivoiriens. Et une femme, à partir d'un certain âge, n'est pas trop portée sur la libido. Une femme prie et elle veille sur le bien-être de ses enfants. Et quand elle a son époux, elle s'occupe de son époux et ils sont de vieux amis. Ils se remémorent leur jeunesse et ils vivent pour le bien-être de leurs enfants. Donc une femme présidente en Côte d'Ivoire sera concentrée. Mais voyez-vous pourquoi souvent les hommes posent cette question? Ce sont les hommes. Parce que ce sont des gens qui aiment le pouvoir. Pour avoir le pouvoir et pour avoir le pouvoir financier qui va leur permettre d'avoir beaucoup de maîtresses, beaucoup de chisards, beaucoup de deuxième bureaux.
Donc ceux qui posent la question, qui se plaignent, ils voient en filigrane qu'ils n'auront pas la possibilité d'avoir plusieurs copines, plusieurs femmes, plusieurs maîtresses. Parce que l'homme, c'est pour ça qu'il vit. Il vit pour sa libido. La femme vit pour le bien-être de sa famille, de sa maison, de sa nation. Donc certains qui posent cette question, c'est le fond du problème. Ils veulent avoir le pouvoir financier. Ça leur permet d'avoir 5 maîtresses, 10 femmes, 50 chisards, voilà. Donc une femme présidente, ils n'auront pas trop l'occasion de faire cela. Voyez la différence entre l'homme et la femme? L'homme, c'est l'être égoïste qui pense à lui. La femme, c'est la personne qui se donne en sacrifice pour ses enfants. Et ses enfants, ce sont les Ivoiriens. Donc, chers auditeurs, chers followers, chers compatriotes ivoiriens, chers compatriotes internationaux, oui, une femme peut être présidente en Côte d'Ivoire. Une femme sera présidente en Côte d'Ivoire. Et Madame Babo Simone sera la présidente de la Côte d'Ivoire. Et si vous avez l'intention ou vous pensez que vous voulez vraiment sortir de ce gros trou sans fond dans lequel vous êtes, ce gros trou sans fond dans lequel chaque jour on apprend que telle personne est décédée, des jeunes, des gens de 50 ans, des gens de 40 ans, des enfants qui se perdent à gauche, à droite. La jeunesse qui, chaque matin, quand on apprend des nouvelles qui ne sont pas bonnes, à gauche, à droite, les Ivoiriens meurent. Les anciens qui ont la culture, qui ont des capacités intellectuelles, qui ont des diplômes, qui doivent passer le relais à la jeunesse, ils s'en vont sans que la jeunesse puisse avoir ce relais. Chers amis, la société ivoirienne est en pleine désagrégation. Elle se désagrège. Et pour relever cela, vous avez besoin de cette dame. Vous avez besoin de cette dame, de son expertise. Et je pense que cette dame, avec Don Melo Awa, ferait une très bonne team pour la Côte d'Ivoire. Alors, ne vous laissez pas avoir par les esprits chagrins, par les politiciens qui ne pensent qu'à eux, par les politiciens qui font des petits calculs pour que le tyran des lagunes demeure, pour qu'il puisse avoir des subsides seulement pour eux. Et ils s'en foutent de la Côte d'Ivoire. Non, chers Ivoiriens, il faut vous ressaisir. Il faut savoir identifier les faux politiciens qui sont de grands enfants avec des caprices qui veulent vous faire passer à côté de votre vie, à côté de vos espoirs, à côté de votre bien-être, qui s'en foutent de la Côte d'Ivoire, qui s'en foutent de vous. Il faut pouvoir les mettre à côté et donner le pouvoir à cette dame qui va faire revenir la lumière sur la Côte d'Ivoire. Cette lumière qui n'aurait jamais dû quitter la Côte d'Ivoire. Cette lumière actuellement qui est dans le tunnel parce que
des personnes qui jalousaient la Côte d'Ivoire, qui jalousaient les Ivoiriens, qui jalousaient le président Houphouët-Boigny, qui jalousaient les ressources de la Côte d'Ivoire, se sont arrangés pour que la Côte d'Ivoire soit dans le tunnel. Mais, Ivoiriens, vous n'allez pas laisser la Côte d'Ivoire rester dans le tunnel. Elle doit sortir du tunnel. Elle doit être au bout du tunnel et reprendre sa glorieuse marche, reprendre sa glorieuse place. Donc, vous savez qui des politiciens vous prennent en otage, qui s'amuse avec vous et qui est sérieux. Bien, chers auditeurs, chers followers, nous allons ici arrêter les causeries de la vie sociopolitique et continuer une prochaine fois à répondre aux questions. Prenez soin de vous, veillez sur vous et nous nous retrouvons très bientôt pour répondre à une autre question ou pour faire une autre émission, un autre podcast. D'ici là, portez-vous bien et continuez de vous abonner. Merci et à très bientôt.